Est-ce qu'un signe, c'est forcément un petit objet qui renvoie à un petit son? Est-ce qu'au contraire, ça peut pas être un immense signe visuel, hyper complexe qui renvoie finalement à une vulgaire lettre? Voilà. Ou alors inversement, est-ce qu'une toute petite inscription ne peut pas renvoyer phonétiquement, en fait, à un truc immense, comme une phrase entière ou un roman entier, quoi? Voilà. En fait, c'est toute la fonction de, je dirais vraiment de représentant, représenté, qui est, mise en discussion, détruite et même, automatisée. C'est-à-dire que même le hasard peut, peut déréguler le ou les signes. Alors je suis, lettriste depuis, 2013. Heu, alors bon, il faudrait déjà définir ce que ça veut dire être lettriste. Donc non, c'est on le réduit à la première invention d'Isou qui est la poésie, lettriste, c'est-à-dire la poésie, à lettres. Heu, or, heu, Isou s'est intéressé à d'autres créations artistiques. Il s'est intéressé à d'autres, même à d'autres choses que de l'art, quoi. C'est-à-dire qu'il a proposé de nouvelles conceptions dans la psychologie, dans la logique. Il s'est, également étendu, sur l'économie, sur la théologie. Enfin bon, c'est, le lettrisme, il l'a lui-même nommé autre chose que ce nom-là, c'est-à-dire il l'a appelé hypercréatisme, parce que c'est un mouvement qui, a comme noyau central la création. Alors moi personnellement, depuis mon entrée dans le groupe donc en 2013, je me suis essentiellement intéressé à, l'hypergraphie. C'est un art qui vient en continuité et en dépassement des arts antérieurs, que sont la peinture, la musique, le théâtre, la poésie, l'architecture, la pantomime, la danse, bon, et cetera, et cetera. Puisque chaque art avant constituait une mono-écriture. La peinture, c'était une écriture, une représentation du réel. La peinture, c'est l'art de la représentation figurative, à la base, hein. La poésie, bon, c'est l'organisation des mots. Le théâtre, c'est la présentation de l'intégralité comment dire, des composants artistiques, mais présentés. Voilà. Bon, et tout ça constituait à chaque fois un type d'écriture. Et Isou, il a eu l'idée assez géniale, en 1950, de réunir toutes ces écritures, également toutes les écritures qui n'avaient pas été envisagées, comme les hiéroglyphes, les cunéiformes, les idéogrammes chinois, bon bref, l'intégralité des écritures, pour en faire un art, et même on peut le dire un super art, en fait, qui est basé sur un élément à organiser, qui est le signe hypergraphique. Même. Voilà. Dire que ce roman a un thème, je dirais, est faux. C'est-à-dire, il n'a pas de thème. Ou en tout cas, il a des thèmes. C'est-à-dire que chaque chapitre constitue peut-être un thème. Bon. Mais effectivement, le but de ce roman, ce n'est pas de faire une histoire. Du tout. C'est-à-dire que chaque chapitre, un certain chapitre, vont proposer d'expliquer la notation qui a été créée, en fait. C'est-à-dire que en déchiffrant certains chapitres, ouais, en les déchiffrant, ben, on trouve un petit texte qui explique ben, la méthode de chiffrage, en gros. Voilà, simplement. Donc il y a des chapitres effectivement qui font référence à la forme qui les constitue. Le sommaire annonce la couleur. C'est-à-dire que normalement, un sommaire typique, c'est un, c'est une manière de noter la manière dont un écrit se subdivise. Hein, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, voilà. Et moi, je me suis dit que le sommaire, enfin, les sommaires étaient très sommaires depuis très longtemps. Donc,
me suis dit pourquoi pas créer un espèce de sommaire qui serait normé par une écriture mathématique, hein, une écriture qui vient d'ailleurs de la théorie des ensembles, hein, diagramme de Venn ou eulérien. Et en fait, voilà, à partir de ce diagramme-là, eh bien, il n'y a plus d'ordre. En fait. Il n'y a plus d'agencement linéaire, comme dans un vrai sommaire. Et c'est là où cette plateforme Internet est intéressante, puisque normalement, un livre, ça se parcourt, je dis bien normalement, hein, de gauche à droite, quoi. Alors là, le site, ça propose quelque chose en simultanéité, et ce qui fait que la personne est vraiment libre d'aller là où il veut. Or, une fois qu'on accède à un chapitre, là, on accède vraiment à une partie d'une organisation de signes, dans le sens gratuit et émouvant du terme. Avant, ce n'est qu'une manière de répartir ces différentes organisations, hein, qui sont d'ailleurs autonomes. C'est-à-dire que chaque chapitre vaut pour lui-même. Il n'y a pas un chapitre qui va avoir un écho avec un autre. C'est pas, je sais pas, le premier chapitre ce serait la rencontre et l'autre chapitre ça serait la séparation. Pas du tout. Chaque chapitre est un en soi. On peut voir des signes dans le sommaire, mais ces signes-là ne sont pas, comment dire, c'est des titres. C'est des titres de chapitres, ces signes-là, en fait. Voilà. Parce que normalement, on voit un titre avec des lettres. Alors je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un titre avec juste un signe. Voilà. Qui ne puisse pas être énonçable. En tout cas, qui amène à une foule infinie de prononciations, quoi. Parce que c'est une image, un signe. Je proposais un petit alphabet qui réduit, donc A, B, C, D, etc. Et au lieu de mettre les vraies lettres, j'ai substitué à chaque lettre un fragment d'un film, en fait. D'un film qui a été tourné en Irlande, justement. Voilà. Et en fait, quand on regarde ce chapitre, à gauche, on a le film tel qu'il normalement devrait être dans le cinéma, hein, c'est-à-dire vraiment une succession de plans. Or là, on n'est pas dans le cinéma, on est dans l'hypergraphie. Donc là, le but, c'est vous prenez l'image, vous la fragmentez en plusieurs morceaux, et chaque fragment va renvoyer une lettre. Et à droite, dans la section chapitre, que c'est divisé en deux sections, donc la notation et chapitre, dans la section chapitre, j'agence ces fragments de ce film pour créer une phrase. Voilà. Donc là, on est plein dans la métacisation, vraiment. On refait une phrase, mais avec des signes différents que ceux alphabétiques, qui ont déjà été utilisés dans le roman. Hein. C'est une double page qui permet un regard émotionnel, donc le chapitre, organisation émouvante des signes, et à gauche, qui va offrir une vue exacte de ce qui se passe à droite. En fait, on a besoin de la page de gauche pour comprendre la page de droite, en gros. Voilà. Après, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans la réalisation de ce roman, c'est la section dynamique, étant donné que, en fait, on peut garder cette histoire de double page, mais en introduisant du mouvement. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué ça en fait à la fin du roman, c'est qu'en fait, il faudrait inventer un livre dynamique. C'est-à-dire que souvent, quand on prend un livre, je sais pas, de mathématiques ou de physique, on voit que les schémas sont statiques. On voit que tout est statique. Bon. Alors, c'est très bien, hein, pour lire une phrase, il faut que ça soit statique, mais par exemple, quand vous prenez un livre de physique et que vous n'avez pas quelque chose qui bouge, il y a quelque chose de, comment dire, je ne vais pas dire quelque chose de dérangeant, mais quelque chose qui permet de ne pas comprendre réellement le mouvement, en tout cas vraiment dans la manifestation la plus brute de ce mouvement-là. Bon. Alors, le fait, par exemple, que dans ce roman, j'utilise le moyen de réalisation cinématographique, puisque c'est du cinéma en même temps, hein, pas que du roman, par exemple, ça m'a permis d'utiliser des signes qui étaient dépendants du mouvement. Par exemple, les gestes de la danse. Mais c'est pas la même chose de noter les gestes de la danse avec une écriture statique qu'avec justement une capture d'image.
c'est pas forcément un cinéma qui se fait succéder des plans, ou je sais pas, qui montre des trucs en train de bouger des plans en train de bouger sur l'écran. C'est plus de traiter la, je dirais l'écran cinématographique comme une page de roman. Disons que, évidemment, toute écriture a besoin d'un support pour pouvoir être exprimée, c'est-à-dire un moyen d'être concrétisé. Voilà. Or là, effectivement, je me suis servi de logiciels de construction d'images ou de vidéos pour pouvoir concrétiser ces signes. Donc disons que alors moi j'appellerais ça une mécanique, c'est-à-dire un moyen de réaliser le signe. Voilà, c'est la mécanique de l'hypergraphie, en tout cas la mécanique de réalisation des signes. Dans ce travail, quelle valeur a le signe? Vous avez des chapitres où vous avez un signe qui ne va pas bouger, qui va être le même, mais la signification va bouger, va être constamment en train de se modifier. Inversement, vous aurez une signification qui sera fixe, qui sera bien déterminée, et à droite, on aura des signes qui vont changer visuellement. Voilà. Donc c'était de voir comment le cinéma pénètre toutes les strates formelles et notatives d'une double page d'un roman. Eh bien, ça, il faut se reposer la question par rapport à l'évolution amplique et ciselante de l'hypergraphie. C'est-à-dire que dans l'amplique, donc l'expression d'un thème, il faut que les signes fassent sens. Si ça ne fait pas sens, ben on ne peut pas renvoyer un sujet. Bon. Or, dans le ciselant, le but, ça va être de massacrer ce signe pour qu'il ne fasse plus sens progressivement. Voilà. Et dans ce travail, moi, ce que je propose, c'est une dislocation entre l'image et le son dans le signe, notamment une exploration de ce que Isou lui-même avait appelé la métécisation, ou la barbarisation de l'écriture, c'est-à-dire une image qui ne renvoie plus au son exact. Ou en tout cas, on crée une nouvelle notation pour des sons. Par exemple, la lettre A, plutôt que ça soit l'objet A, eh bien, ça sera un carré, ou alors ça sera une fleur, ou je ne sais pas, une svastika, bref, peu importe. Or, le chapitre mort ou tête de mort, on ne peut même pas dire si c'est l'un ou l'autre, va proposer donc une destruction de ce dispositif-là pour ne plus savoir à quoi renvoient les signes. Et en fait, on fait face à un mélange entre la notation et le chapitre. Donc en fait, on fait face à des signes dont la valeur commence à être douteuse, en quelque sorte. Donc voilà, on va encore plus loin dans le ciselant hypergraphique. Alors je dirais que, en fait, on en revient à la destruction du signe. En fait, c'est ça qui m'intéressait. C'est de se poser la question, après avoir vu ce roman, de se demander mais qu'est-ce que c'est un signe?